Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme l'ASPAT Séminaire. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer le perpétuel programme des séminaires de l'ASPAT. Avant de commencer, je vais vous présenter notre labo. Le LASPAT est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAT accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les séminaires du LASPAT répondent à ce double objectif en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant le séminaire au grand public. Et permettez-moi aussi de me présenter. Moi, je suis Ousseynou Gueye, doctorant en histoire, spécialisé en relations internationales et stratégiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, affilié à l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société. Et je suis allocataire de recherche au LASPAT. Le sujet de ma thèse concerne l'évolution des relations commerciales entre le Sénégal et le Mali de 1960 aux années 2000. Aujourd'hui donc, nous allons aborder la problématique de la dédollarisation dans les économies émergentes. L'offensive des BRICS est-elle solide? La dédollarisation souhaitée par les BRICS reste un enjeu majeur avec de potentiels impacts sur l'économie globale. La domination du dollar sur l'économie mondiale est-elle en train de vaciller? Pourquoi la remise en cause du dollar américain est-elle devenue un enjeu stratégique? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons nous entretenir avec M. Jean-François Sponso. Je rappelle que M. Sponso est professeur de sciences économiques à l'Université Alpes Grenoble et chercheur au laboratoire PACT. Ses travaux de recherche portent sur l'économie politique de la monnaie dans le sud global, la dédollarisation, les financements innovants du développement et de la transition et l'histoire de la macroéconomie keynésienne. Privilégiant les synergies interdisciplinaires, il étudie également la nature de la monnaie, les ressorts de la confiance et de la souveraineté dans les processus d'innovation monétaire au niveau international. Par exemple, réforme du système monétaire international, mais aussi au niveau régional, système des paiements régionaux, au niveau national, dédollarisation, monnaie numérique des banques centrales et au niveau local, monnaie locale complémentaire. Il a publié également plusieurs ouvrages, dont La monnaie entre dette et souveraineté en 2016, La monnaie, un enjeu politique en 2025 et le manuel L'économie post-keynésienne en 2022. Il a également coordonné la publication d'ouvrages tels que The Political Economic of Monetary Circuits en 2009 et L'économie post-keynésienne, histoire, théorie et politique en 2018. Il a été membre du Conseil national des universités, section 5 évidemment, du Conseil de pôle sciences sociales à l'IGA. Il est directeur d'une équipe d'accueil à l'IGA et assistant professeur à Laurentian University au Canada. Il a réalisé des missions d'expertise et de consultance principalement au niveau de la Banque centrale de l'Équateur, mais aussi au niveau de la métropole avec Grenoble, au niveau également de la Caisse de dépôt et de consignation et le département des affaires économiques et sociales de l'ONU. Il a été professeur ou chercheur invité dans plusieurs établissements au Brésil, en Argentine, en Équateur, au Liban et aux États-Unis. Il est membre de 2 comités éditoriaux de revues académiques internationales, International Journal Economics. M. Ponceau est membre du CA de l'Association française d'économie politique depuis 2019. Il est en même temps membre du collège d'experts associés de l'Institut Veblen, spécialisé sur les questions de transition depuis 2022. Alors, après la présentation de M. Sponso d'une quarantaine de minutes, nous allons ouvrir le débat pour lui poser des questions et après, il aura la possibilité de répondre à toutes ces questions. M. Sponso, la parole est à vous. Bien, bonjour. Merci, Monsieur Gay, pour cet accueil et bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de participer à ce webinaire. J'ai eu l'occasion d'échanger en amont avec Monsieur Gay qui m'a expliqué les activités du LASPAD et plus généralement les activités de chercheurs au Sénégal.
Et je suis très impressionné et c'est avec grand plaisir que je vais faire une présentation sur les questions de dédollarisation. Alors, si vous le permettez, je vais mettre en ligne un partage de documents. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, Bon, attendez, il faudrait que je le mette en plein écran. d'accord, parfait. Bien. Normalement, là, vous devez l'avoir en plein écran. C'est ça? Oui, c'est le cas, c'est le cas. Très bien. Ben, écoutez. Donc, cette présentation sur la dédollarisation dans les économies en développement émergentes. Alors, le PowerPoint est en anglais, mais la présentation est en français. C'est un travail que je mène depuis plusieurs années. Et lorsque j'étudie la question de la dédollarisation, c'est-à-dire comment on limite l'usage du dollar américain, je l'étudie à deux niveaux. Au niveau des régimes monétaires domestiques, c'est-à-dire comment à l'intérieur d'un pays, on cherche à dédollariser, à faire reculer la part du dollar. Et je l'étudie également au niveau international, c'est-à-dire la dédollarisation du système international. Alors, dans la sollicitation de Monsieur Gay, l'idée c'était plutôt de parler de la dédollarisation du système ou du régime monétaire international, mais je dirais quand même quelques mots de la dollarisation au niveau domestique, parce qu'en réalité c'est lié, hein. Les terrains de pays dollarisés sur lesquels je travaille actuellement, c'est avec des collègues qui sont situés dans d'autres pays qui sont très fortement dollarisés. Ça peut être le cas de collègues au Liban, au Cambodge, en Équateur ou dans d'autres pays, hein. Alors, ces éléments, vous pouvez les retrouver à travers différents articles. Actuellement, on est en train de faire un gros papier avec deux collègues libanais, Siam Rizkallah et puis Salim Chahine, hein, sur les expériences de dédollarisation dans les pays qui ont été très dollarisés et voir comment ça a réussi de limiter l'usage du dollar, hein. Et puis, si vous êtes moins familier avec les questions théoriques, empiriques, techniques de travaux d'économistes, vous pouvez vous reporter vers le dossier de l'économie politique. C'est une revue française qui a sorti l'an dernier un dossier spécial sur la fin du dollar roi, avec plusieurs papiers sur la dollarisation. Ou bien, si vous avez moins de temps, vous reportez vers une vidéo brute que j'avais fait il y a quelques mois sur cette initiative des BRICS visant à lancer une monnaie. Alors tout d'abord, à l'échelle internationale, c'est clair que le dollar est contesté depuis de nombreuses années. Ce qui est certain, c'est que cette contestation à l'échelle internationale du dollar, elle a été renforcée à la faveur de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les sanctions qui ont suivi cette guerre en Ukraine ont accéléré les velléités de pays émergents à essayer de se passer du dollar. Parce que ces pays, depuis pas mal d'années, avaient conscience que l'utilisation du dollar était une contrainte macroéconomique. Je vais montrer quelques effets un peu plus loin, mais également une contrainte géopolitique, hein. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment, en tant que grand pays émergent, on peut constituer, ou en tout cas façonner, un nouvel ordre monétaire international qui va se passer du dollar pour des raisons économiques, mais aussi pour être moins dépendant sur le plan géopolitique. Alors, est-ce que c'est la fin du dollar au niveau de son hégémonie? On va voir que c'est plus difficile. Enfin, la conclusion, elle est quand même relativement partagée parce que si les velléités sont fortes de dédollariser dans les BRICS, à l'arrivée, les effets sont relativement modestes. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, il se passe beaucoup de choses, mais en réalité, ça prend beaucoup plus de temps de détrôner le dollar, même si on voit que à certains moments, les choses s'accélèrent, hein. Alors, pourquoi est-ce que on veut, sur un plan économique, chercher à se passer du dollar? Eh bien, parce qu'en fait, si on prend l'organisation du système monétaire international, il se caractérise par une forte hiérarchie, par des asymétries très fortes et par un caractère inéquitable. C'est-à-dire que si on représente sous forme de pyramide les différentes monnaies des pays du monde, eh bien, on pourrait avoir la configuration suivante avec tout au sommet la top currency, c'est-à-dire la monnaie américaine, le dollar américain, qui, du fait de son statut de monnaie internationale, confère aux États-Unis un privilège exorbitant, c'est-à-dire que le pays peut s'endetter de façon quasi illimitée en dollars, puisque tout le monde accepte sa monnaie. C'est un pays qui génère des cycles macroéconomiques très forts, hein, à partir du moment où la Fed, la Réserve fédérale, décide, par exemple, de baisser ou monter ses taux d'intérêt,
ça en fait un impact sur le reste du monde très fort. Donc les autres pays sont obligés de s'adapter, hein. Donc il y a une forme de hiérarchie de dépendance des autres pays, hein. Alors que si on prend les pays intermédiaires qui ont des monnaies relativement fortes ou dimension internationale partielle, comme l'euro, le franc suisse, le yen japonais, le renminbi, dont je vais parler un peu plus loin, la monnaie chinoise, bon, il n'y a pas ces effets d'asymétrie, mais c'est vrai que c'est quand même une solution qui est beaucoup plus facile que pour les pays qui ont des monnaies à la périphérie, pour reprendre cette vieille expression qui met en évidence les questions de hiérarchie et de dépendance. Sur un plan économique, on dit que les pays qui ont des monnaies périphériques, c'est-à-dire les pays en développement essentiellement, les pays émergents, sont confrontés à un phénomène qu'on appelle, nous les économistes, le phénomène de péché originel. Péché originel, ça veut dire que ces pays, lorsqu'ils s'endettent pour se financer au niveau international, ils sont obligés de s'endetter en devise parce que personne ne peut ou n'accepterait de leur financer dans leur monnaie. Et là, on voit bien tout de suite une forme d'asymétrie qui est très forte. Les pays qui sont tout en haut de la pyramide, eux, ils peuvent s'endetter en devise. Les États-Unis s'endettent massivement en dollars et d'ailleurs, ils ne se privent pas de le faire. Même en Europe, les pays de la zone euro, les grandes entreprises ou les pays de la zone euro, au niveau de leur dette publique, lorsqu'ils émettent des emprunts internationaux, ils le font dans leur monnaie, en euros, hein. Alors que si on prend les pays en développement, que ce soit le Maroc, le Cambodge ou Madagascar, ils peuvent pas s'endetter dans leur monnaie, hein. Donc, ils doivent emprunter des devises ou se débrouiller pour exporter toujours plus pour capter des devises pour pouvoir rembourser en devises, en dollars essentiellement, la dette qu'ils ont accumulée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Ils sont contraints de s'ajuster en permanence et il y a véritablement un système qui est inéquitable, hein, parce que ce régime monétaire international impose des privilèges exorbitants, ou en tout cas très élevés aux États-Unis, et en revanche confère des contraintes macroéconomiques très très fortes pour les pays en développement. Alors, cette question de la dédollarisation au niveau global dans les pays émergents, elle vise à s'émanciper du dollar américain. Mais en réalité, cette initiative, elle n'est pas si récente que ça. Hein, tout à l'heure, j'ai mentionné 2022, la guerre en Ukraine, parce que ça a été une espèce d'électrochoc avec des sommets des BRICS juste derrière qui avaient des discours très forts en disant on va essayer de se passer du dollar. Bon, en réalité, l'idée de construire un nouvel ordre international qui cherche à se dépasser le côté hiérarchique ou asymétrique que je viens de mentionner, c'est un vieux débat, hein. On trouve ces questions depuis des dizaines d'années, mais en réalité, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, hein. Mais en tout cas, dans le discours, dans les velléités, c'est vrai qu'il y a eu des initiatives dans le passé. Par exemple, si on prend au niveau coopération monétaire régionale, en Asie, dès l'année 2000, hein, c'est plus de 25 ans en arrière, il y avait eu l'initiative Chiang Mai qui avait consisté à organiser une forme de coopération monétaire entre les pays de la région de l'Asie du Sud-Est. En Amérique latine, il y a eu plusieurs dispositifs, hein. J'ai beaucoup travaillé là-dessus à la fin des années 2000 et dans les années 2010. Hein, il y avait la création d'une banque de développement, le projet d'une monnaie régionale. Bon, ça finit par disparaître parce que ça fonctionnait pas très bien, hein, mais il y avait ce projet déjà de se détacher de l'emprise du dollar en Amérique latine. Au niveau multilatéral, le Sud global, c'est clair que depuis longtemps, cherche à s'émanciper du dollar. Mais il est confronté à une autre question, c'est comment s'émanciper du dollar, mais sans tomber sous le leadership chinois, hein. Parce que comme on va le voir, au niveau des velléités des BRICS pour dédollariser, c'est quand même la Chine qui mène la danse, hein, qui est le leader dans ce type d'initiative, hein. Euh, Par exemple, si on prend les sommets des BRICS, bon, on parle beaucoup de l'Inde ou de l'Afrique du Sud ou de la Russie, mais en réalité, la Chine est très active. D'autant plus qu'elle a contribué à créer des nouvelles banques de développement qui sont des concurrentes de la Banque mondiale, par exemple, hein, la nouvelle banque de développement ou la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ont été créées précisément pour pouvoir réaliser des relations de financement vers les pays en développement alternatifs à la Banque mondiale, au système contrôlé par l'Occident. Un système de paiement international a été mis en place. On est passé de SWIFT à CIPS. Et puis, on a progressivement mis en place des échanges ou des contrats, des swaps de devises entre banques centrales.
Et le dernier avatar, qui est sans doute celui qui est le plus sérieux s'il arrive à fonctionner, c'est le système de mBridge. Alors, qu'est-ce que c'est mBridge, le projet mBridge? Ben, en fait, c'est un projet qui réunit différents pays émergents, comme la Chine, Hong Kong, la Thaïlande, les Émirats arabes unis, plus d'autres pays. Alors, je parle pas de l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite au départ faisait partie du lot, mais finalement s'en est retirée. Bon, l'Arabie Saoudite est prise un peu entre deux feux, hein, entre la volonté de participer à ces projets des pays des BRICS, mais en même temps est contrainte de négocier avec les États-Unis, notamment sur le lien entre le pétrole et le dollar. Alors, l'idée de mBridge, en fait, c'est d'utiliser des monnaies domestiques enfin, chaque pays utiliserait sa monnaie pour réaliser des paiements transfrontaliers qui ne mobiliseraient pas le dollar. Donc là, on mettra en place un système de paiements internationaux transfrontaliers qui dépasse le dollar et qui permettrait à ces pays émergents et en développement de commercer de façon beaucoup plus équilibrée, hein, que ce soit sur le plan macroéconomique et géopolitique. Alors, ce qui ressort encore une fois derrière ces décisions et ces projets, c'est la dimension géopolitique. À la fin de l'année 2024 et en 2025, la Banque des règlements internationaux, qui au départ soutenait fortement ce projet, s'est retirée du projet. Ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, c'est une initiative qui est essentiellement portée par les BRICS dans une vision anti-occidentale, mais pas anti-occidentale primaire, c'est anti-occidental dans le sens où on veut avoir un système de paiement alternatif qui soit pas contrôlé par l'Occident et en particulier les États-Unis. Donc la Banque des règlements internationaux, qui est une institution importante puisque c'est celle qui coordonne ou en tout cas qui permet de réunir toutes les banques centrales dans le monde, s'est retirée du projet alors qu'elle portait des systèmes systèmes de paiement de ce type alternatif dans ses agendas à long terme. Alors, la question sur le plan opérationnel, c'est d'une part savoir si ça va pouvoir fonctionner rapidement et si véritablement ça va pouvoir conforter les paiements en des différentes devises, ce qui permettrait de réduire l'utilisation du dollar. Pour l'instant, malheureusement, ça fonctionne pas très bien. Alors, c'est d'autant plus, comment dire, frustrant pour la Chine, qui est porteur de ce projet, c'est que la monnaie largement utilisée par la Chine pour ce système de paiement transfrontalier, c'est le yuan numérique, ou le renminbi numérique. C'est-à-dire, c'est la version numérique, si vous voulez, de la monnaie de la Banque centrale de Chine. Et il se trouve que cette monnaie numérique de banque centrale circule aussi en interne, à travers les téléphones portables en Chine. Et il se trouve qu'en Chine, est-ce que c'est un fiasco? Bon, c'est un peu exagéré de le dire, mais en réalité, la population chinoise, depuis le lancement en 2022, au moment des Jeux Olympiques d'hiver, de ce dispositif de paiement, la population chinoise en interne utilise très peu le yuan numérique. Très, très peu. C'est-à-dire qu'ici, à l'écran, il y a quelques chiffres qui sont mentionnés. C'est quelques pourcentages des transactions qui sont réalisées avec le téléphone mobile pour réaliser des paiements numériques en monnaie banque centrale. Et c'est un vrai paradoxe parce que en Chine, notamment dans les régions les plus dynamiques sur le plan économique, on paye quasiment plus en cash, on n'utilise que son téléphone pour payer. Mais on n'utilise pas le yuan numérique, c'est-à-dire la monnaie de la banque centrale. On va utiliser les systèmes de paiement privés, entre guillemets, WeChat Pay, Alipay, avec un système de QR code qu'on scanne pour payer. Alors, pourquoi est-ce que la population chinoise en interne s'est détachée complètement du yuan numérique? Eh ben, c'est parce qu'en fait, il y a une crainte de la part de la population chinoise d'atteinte aux libertés individuelles et de possible contrôle sociétal par la banque centrale qui, à travers le yuan numérique, leur permet effectivement de voir toutes les transactions réalisées par les citoyens chinois. Et donc, la population chinoise préfère se tourner vers d'autres systèmes qui sont pas contrôlés directement par l'État, mais qui sont contrôlés par le groupe WeChat et Alibaba. Donc, que ça soit au niveau international ou au niveau interne à la Chine, la monnaie numérique de banque centrale ne marche pas très bien.
que ça soit au niveau de la dédollarisation à l'extérieur ou au niveau de l'usage du yuan numérique à l'intérieur de la Chine. Au final, si on regarde les chiffres, si on parle de déclin du dollar américain, c'est clair qu'il y a des moments où les choses s'accélèrent. C'est le cas actuellement. Hein, mais c'est clair aussi quand même que le dollar américain reste largement hégémonique. Hein. C'est vrai que le dollar a reculé comme monnaie de réserve des banques centrales, mais en réalité, si on raisonne sur longue période, on a déjà connu des périodes dans les années 80 ou 90 où le dollar avait une part relativement faible, aux alentours de 50% dans les réserves de change des banques centrales. Hein. Dans le commerce international, le dollar reste la monnaie privilégiée. Sur le marché d'échange, lorsqu'on échange des devises les unes contre les autres, hein, si on veut convertir une monnaie A contre une monnaie B, qui sont pas directement convertibles entre elles, eh bien, quelle monnaie intermédiaire on utilise? C'est le dollar américain. Bon, en réalité, les principales fonctions de la monnaie au niveau international sont encore largement assurées par le dollar. Et donc, si on parle de déclin, c'est un déclin qui se fait progressivement, avec des moments où ça s'accélère, mais en réalité, c'est un phénomène de long terme. Hein. C'est-à-dire que le déclin du dollar américain, la fin du dollar américain comme monnaie hégémonique, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu au moins 10 ou 20 fois depuis 20 ans. Ça n'a jamais été le cas. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas un jour. Ça ne veut pas dire que les choses s'accélèrent actuellement. Hein, mais c'est un phénomène qui prend du temps parce qu'il y a des inerties très fortes. Lorsqu'une monnaie internationale est dominante, elle met plusieurs décennies, plusieurs années, plusieurs décennies à devenir une monnaie secondaire. Hein. C'était le cas, par exemple, dans le cas de l'Empire romain, euh, où la monnaie de l'Empire romain avait continué à circuler plus d'un siècle après la fin de l'Empire romain. C'est le cas de la livre sterling, qui est restée une monnaie internationale importante jusque dans les années 1970, alors que l'hégémonie de la livre sterling au niveau international s'est arrêtée, on va dire, à la Première Guerre mondiale ou dans l'entre-deux-guerres. Hein. Donc il y a un phénomène d'inertie qui fait que on n'abandonne pas du jour au lendemain une monnaie internationale dominante. Alors maintenant, au niveau domestique, c'est pareil, il y a des pays qui sont très dollarisés et qui cherchent à dédollariser. Il y a une forte diversité des situations. Hein. Si on prend les principales causes qui expliquent pourquoi dans un pays on va se mettre à utiliser du dollar en parallèle ou à la place de la monnaie nationale, bon, il y a plusieurs facteurs qui sont bien identifiés. Le premier, c'est l'instabilité macroéconomique. Le deuxième, c'est des situations de forte inflation ou d'hyperinflation. Hein, typiquement, même le Venezuela, euh, le dollar était très présent malgré l'hostilité vis-à-vis des États-Unis. Le troisième facteur, c'est une monnaie faible au niveau des taux de change, c'est-à-dire c'est une monnaie qui se déprécie sur les taux de change, donc on se reporte sur une autre monnaie plus forte. Quatrième facteur, une insuffisante discipline budgétaire ou fiscale, c'est-à-dire que les pays qui ont une dette qui devient incontrôlée, eh bien effectivement connaissent parfois un phénomène de dollarisation accélérée. Cinquièmement, la répétition de crises financières à l'intérieur du pays. Plus la crise financière est forte à l'intérieur du pays, plus on a potentiellement un risque d'accélération de la dollarisation. Hein, on l'a vu dans des pays comme j'ai parlé du Venezuela, mais on pourrait évidemment citer le Liban ou le Venezuela ou le Nigeria. Et puis enfin, c'est un aspect plus structurel. Les pays peuvent être très dollarisés parce qu'ils ont des relations commerciales ou d'investissement privilégiées avec les États-Unis ou la zone dollar. Hein, mais ça, c'est autre chose. Alors, dans des travaux passés, je m'étais amusé, entre guillemets, à établir une taxonomie ou une classification des régimes de dollarisation. C'est-à-dire comment, selon les pays, on a plus ou moins de dollarisation. Parce que dans la littérature, très souvent, lorsqu'on parle de dollarisation, on parle de dollarisation partielle, c'est-à-dire il y a du dollar qui circule en parallèle, mais la monnaie nationale est toujours là. Et puis les régimes de dollarisation complète, c'est-à-dire que le dollar a complètement remplacé la monnaie nationale. Le problème, c'est que les autorités monétaires, les autorités politiques du pays ne réagissent pas toujours de la même manière.
Il y a des pays où la dollarisation est de facto, c'est-à-dire que les autorités officielles ne font pas grand-chose, laissent faire en quelque sorte, hein. Ou en tout cas, ils n'ont pas la possibilité d'empêcher les agents économiques d'utiliser le dollar. Et puis, il y a des pays où la dollarisation est déjurée, c'est-à-dire elle est officielle, officialisée, hein. Et si on prend ces deux critères, est-ce qu'il y a un peu de dollarisation ou totale? Et puis deuxième critère, est-ce que la dollarisation, elle est de facto informelle, on va dire, ou déjurée, c'est-à-dire officielle, officialisée? Eh bien, on arrive à ces quatre régimes types qui permettent effectivement d'identifier différents cas de pays dollarisés et donc de voir quelles sont les spécificités de chacun de ces pays, hein. Il y a un pays là qui n'est pas mentionné dans ce tableau. Par exemple, si on prend le cas de la République démocratique du Congo, euh, Patou Kavena, qui a soutenu sa thèse récemment, montre très bien qu'un facteur très fort de la dollarisation au Congo RDC, c'est le fait que c'est un pays qui a un régime de croissance extractiviste, c'est-à-dire qui s'appuie sur des firmes qui sont spécialisées dans l'exploitation des matières premières, des produits de base, des minéraux critiques. Et plus le pays est spécialisé dans l'exploitation des ressources primaires, on va dire, et les exporte, plus effectivement la dollarisation est forte et plus c'est difficile d'en sortir. Donc cette classification nous permet, avec d'autres chercheurs, effectivement, de classer, d'identifier les différents cas de dollarisation. Alors, dans un papier avec les collègues libanais que j'ai cités tout à l'heure, on s'est intéressé aux différents outils pour dédollariser un pays, hein. On a identifié quelques-uns et la liste figure ici à l'écran. Et il y en a un dont je vais dire quelques mots parce que c'est lié à la dollarisation internationale. C'est l'utilisation des monnaies numériques de banque centrale, hein. L'acronyme en anglais, c'est CBDCs, c'est-à-dire Central Bank Digital Currencies. Et c'est effectivement, certains pays ont voulu lancer des monnaies numériques de banque centrale, comme la Chine tout à l'heure dont j'ai parlé là, avec le yuan numérique, en pensant que ces réformes, ces nouveaux instruments numériques vont permettre de changer l'utilisation de la monnaie et inciter la population, que ce soit les ménages, les entreprises ou même l'État, à progressivement à moins utiliser le dollar et à revenir sur la monnaie nationale. Alors, quelques cas. Le cas du Nigeria, tout d'abord. Le Nigeria avait lancé une monnaie numérique de banque centrale il y a quelques années pour renforcer l'inclusion financière, pour améliorer le système de paiement, avec l'espoir que ça améliorerait l'efficacité de sa politique monétaire, et puis également avec un objectif de réduire la dollarisation, qui est très fort dans ce pays, hein, puisque le Nigeria, comme vous le savez sans doute, c'est un pays qui a été confronté à une très forte instabilité monétaire et financière ces dernières années, avec une très forte crise de change, une très forte inflation. Et au final, si on regarde les chiffres les plus récents, de 2025, on s'aperçoit que malgré la communication qui a été faite, malgré le volet opérationnel comment dire, qui est plutôt positif, hein, c'est-à-dire que ça fonctionne bien d'un point de vue technique, l'INAIRA ne rencontre pas de succès, hein. C'est seulement 0,56% des transactions de la monnaie en circulation en mai 2025. Pourquoi? Eh bien, parce que la population nigériane préfère le dollar, d'une part, hein, préfère continuer à utiliser du dollar, et puis en même temps est confrontée de plus en plus à un phénomène de cryptoisation, hein, c'est-à-dire qu'une partie de la population nigériane utilise de plus en plus les crypto-monnaies privées notamment, ce qui fait qu'au final, la Banque centrale du Nigeria, en voulant mettre en place cet instrument de monnaie numérique, notamment pour limiter la place du dollar, n'a fait que renforcer la place du dollar et renforcer la place des crypto-monnaies. Et donc, malheureusement, pour ce pays, pour l'instant, ça fonctionne pas. Un autre cas, c'est le cas du Cambodge, sur lequel je travaille également. Il y a eu la mise en place d'un système de paiement qui s'appelle le système Bakong. Alors, c'est pas tout à fait une monnaie numérique de banque centrale, mais c'est un système de paiement qui passe par le téléphone et qui, a priori, devrait permettre d'accélérer l'usage du riel, la monnaie domestique du Cambodge. Alors, il y a eu quelques progrès, hein, on voit un graphique ici à l'écran qui est tiré d'un travail de Clément Berthoud.
Mais effectivement, à l'arrivée, la dédollarisation à travers l'instrument numérique, pour l'instant, se fait de façon très, 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 très lente. En réalité, en revanche, ce qui est certain, c'est que ces instruments de paiement numérique contrôlés par la Banque centrale, c'est vrai que ça facilite l'inclusion financière et ça facilite les paiements puisque on n'a plus besoin d'avoir du cash sur soi. Il suffit de se balader avec son téléphone portable. Alors, le cas de l'Équateur, enfin, très rapidement. C'est un cas sur lequel j'avais travaillé en 2015, à l'époque que je travaillais sur place. En fait, c'est le premier lancement de monnaie numérique de banque centrale, c'est un peu méconnu, hein, et à l'époque, l'Équateur avait essayé de lancer une monnaie numérique appelée Dinero Electrónico. Et l'Équateur ici est d'autant plus intéressant comme cas parce que il se trouve que l'Équateur est une économie qui est pleinement dollarisée. En 2000, ce pays a abandonné sa monnaie nationale, l'a retiré complètement de la circulation et l'a remplacé intégralement par du dollar américain. Et donc, depuis 26 ans, on n'a que le dollar américain comme monnaie qui circule en Équateur. Donc, on avait l'idée en 2015 sur place de mettre en place une monnaie numérique de banque centrale à côté du dollar pour limiter les coûts et les contraintes de la dollarisation. C'est-à-dire que les coûts économiques, macroéconomiques que j'ai mentionnés tout à l'heure, et les coûts géopolitiques, étaient trop importants pour l'Équateur. Et l'idée, c'était de mettre en place cette monnaie en parallèle pour que ça permette de les limiter, bon, avec un système de paiement contrôlé par la Banque centrale. Au final, là encore, malheureusement, ça n'a pas fonctionné suffisamment. Il y a eu que à peu près 500 000 comptes qui ont été ouverts dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait une très forte défiance de la population équatorienne vis-à-vis de ce dispositif, hein. C'est-à-dire que les Équatoriens se demandaient pourquoi le gouvernement de l'époque et pourquoi la Banque centrale de l'époque voulait mettre en place une monnaie alors qu'il y avait déjà le dollar en circulation. Et la population disait, mais moi, je préfère avoir du dollar cash dans mes poches ou même du dollar à la banque plutôt que d'utiliser du dollar numérique, entre guillemets, de la Banque centrale, même si je suis encouragé à le faire. Donc finalement, le système a été abandonné quelques années plus tard. Mais là encore, on a une expérience de dédollarisation à travers le numérique qui n'a pas fonctionné. Alors pour conclure, parce que on arrive quasiment aux 40 minutes, je voudrais insister sur la dimension géopolitique de la monnaie. C'est clair que la dollarisation s'appuie sur la question de la confiance monétaire et de la crédibilité des autorités qui mettent en circulation la monnaie. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qui permet de dire ça? Si on considère que la monnaie est une institution, un bien public, un bien commun, il est tout à fait facile à comprendre qu'elle va être rejetée dès lors que sa légitimité n'est plus assurée et dès lors que la crédibilité des autorités monétaires et politiques sont remises en question. Typiquement, une banque centrale qui n'est pas en mesure de maintenir une stabilité des prix alors qu'elle s'est engagée à le faire n'est plus crédible. De même, à supposer qu'un gouvernement ne soit plus légitime pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques internes au pays, hein, eh bien, il va y avoir une crise dans les institutions et la monnaie, effectivement, faisant partie de ces institutions, peut être affectée, hein. Donc, dès lors qu'il y a de l'instabilité macroéconomique et de l'instabilité politique, potentiellement, c'est clair que la confiance dans la monnaie nationale disparaît, hein. La crédibilité dans les autorités monétaires et politiques disparaît également. Et donc, il n'est pas du tout étonnant de voir les agents économiques se reporter sur d'autres supports. Le support qu'on a vu là, pour l'instant, c'est le dollar, hein. Mais évidemment, ça peut être autre chose que le dollar. On voit depuis quelque temps une reprise d'un phénomène qui est récurrent dans l'histoire, mais là qui a été particulièrement fort, c'est le report sur l'or, sur le métal or, hein, qui est quelque chose qui effectivement apparaît chaque fois qu'il y a des crises de confiance au niveau international. Chaque fois qu'il y a des crises de confiance au niveau international, si on regarde l'histoire, on a vu une envolée, du cours de l'or, hein. Ça a été le cas ces derniers mois et ces dernières années. Donc,
donc, il y a des banques centrales actuellement qui achètent massivement de l'or, hein, qui convertissent leurs avoirs, leurs réserves qui étaient en dollars ou dans d'autres actifs, euh, en or. C'est évidemment le cas de la Chine, mais en réalité, c'est la plupart des émergents qui font ça. Et ce ne sont pas que les pays émergents. En 2025, si on regarde les chiffres officiels, c'est-à-dire enregistrés à travers des données statistiques fiables, le pays qui a le plus acheté d'or au niveau de sa banque centrale, c'est la Pologne. La Pologne. Pourquoi la Pologne achète de l'or? Parce qu'elle est confrontée à une incertitude très forte du fait de sa situation géographique, hein. Elle est à côté de la Russie et elle est très impliquée dans le conflit ukrainien. Et donc, pour des raisons de stabilité à long terme, elle privilégie l'or plutôt que le dollar ou l'euro. D'autres pays le font également en Asie centrale, hein. Donc, c'est pas seulement le dollar, hein. Donc, la question essentielle, c'est la question de la confiance. Si on n'a pas confiance dans la monnaie nationale, il va falloir trouver autre chose. Donc, c'est le dollar, peut être l'or. Certains, à mon sens, se trompent un peu, mais se réfugient sur les crypto-monnaies. Mais c'est le même phénomène qui est derrière ça. Alors, ça permet d'identifier quelque chose qui est fondamental pour comprendre les questions monétaires, c'est qu'en réalité, derrière une monnaie nationale, plus généralement, la monnaie est une institution qui renvoie à des valeurs, à des projets partagés, hein, à un projet social ou à un projet politique partagé. C'est-à-dire que typiquement, les Européens, en tout cas ceux qui ont connu le passage à l'euro à la fin des années 90, début 2000, se souviennent qu'effectivement, la construction, le passage à l'euro, c'était aussi un projet politique. C'était pas seulement un projet économique, hein. Aujourd'hui, quand on regarde les questions les critiques vis-à-vis du franc CFA, par exemple, on voit bien que c'est pas seulement des questions économiques, hein, c'est des questions politiques, voire géopolitiques qui sont derrière cette contestation, cette remise en question du franc CFA, hein. Donc, en réalité, la question de la confiance, c'est aussi derrière un projet politique. Alors, qu'en est-il à l'échelle internationale? C'est la même chose. Aujourd'hui, avec Donald Trump en tant que président, il est clair que l'incertitude s'est fortement accrue, encore plus. Et donc, évidemment, les velléités de dédollarisation sont encore plus fortes qu'avant. C'est-à-dire, Donald Trump étant imprévisible ou en tout cas pouvant utiliser les tarifs ou le dollar comme un instrument de coercition pour d'autres pays pour obtenir ce qu'ils souhaitent, ben évidemment, on va chercher à se passer du dollar. Même en Europe. En Europe, actuellement, de plus en plus, appellent au lancement le plus rapidement possible d'une monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique, pour justement pouvoir se passer du dollar au niveau européen. Alors, ça prend du temps, il y a beaucoup de contestations en interne, mais en tout cas, même en Europe, on a ce souci de dédollariser, non pas parce que on pense qu'on peut se passer du dollar, mais parce qu'on ne veut pas être confronté éventuellement au pouvoir coercitif exercé à travers le dollar. Alors, le dernier avatar de cette histoire de la dédollarisation, c'est le Genius Act qui a été voté aux États-Unis au cours de l'été 2025. C'est une réforme qui vise à libéraliser l'utilisation des crypto-monnaies. Donald Trump avait promis, et là il a tenu sa promesse, de libéraliser l'utilisation des crypto-monnaies. Et donc il y a le Genius Act qui a été voté en 2025 pour l'appliquer. Et contrairement à une idée qui est souvent répandue, c'est pas seulement parce que il est favorable aux crypto-monnaies type crypto-actifs comme Bitcoin, parce que il veut faire plaisir à ses électeurs ou aux groupes sociaux qui l'ont soutenu et qui sont favorables aux crypto-monnaies. C'est aussi pour maintenir l'hégémonie du dollar. Pourquoi? Parce que dans le Genius Act, il y a véritablement un feu vert qui a été lancé, qui a été donné pour la diffusion à grande échelle des stablecoins dollars. Les stablecoins, c'est des cryptos, mais qui sont plus stables que les crypto-actifs comme Bitcoin. Et donc, évidemment, tous les utilisateurs de crypto dans le monde qui sont à la recherche de cryptos, mais qui sont plus stables que Bitcoin, Ethereum, hein, qui cherchent des cryptos stables.
eh bien, sont en train de se reporter sur les stablecoins dollars. Mais les stablecoins dollars, comme son nom l'indique, comme leur nom l'indique, sont rattachés au dollar. Ils sont ancrés au dollar ou à des bons du Trésor américain. Donc, en réalité, pour conclure, ce que les États-Unis perdent au niveau de l'hégémonie du dollar comme monnaie de réserve de banque centrale, ils sont en train de le regagner au niveau des usages privés des stablecoins dollars, que ça soit aux États-Unis, en Europe, mais aussi dans les pays émergents. Dans les pays émergents où on utilise, je parle de ceux où on utilise beaucoup les cryptos, eh bien, de plus en plus, on se tourne vers les stablecoins dollars parce qu'ils sont stables, parce qu'ils permettent de réaliser des paiements faciles, notamment transfrontaliers, sans coût, hein, sans coût de transaction élevé, et ceci contribue à maintenir une forme d'hégémonie du dollar. Voilà, voilà. Donc en quelques minutes, un panorama qui n'est pas exhaustif, hein, mais qui, je n'en doute pas, va susciter des remarques et des questions sur cette dédollarisation en cours qui est impulsée par les pays émergents. Je vous remercie. Merci vraiment pour cette belle intervention, hein. Vraiment, vous avez mis l'accent sur beaucoup de points essentiels pour comprendre le processus de dédollarisation qui est vraiment en cours ces temps-ci et qui est aussi un sujet d'actualité. On en parle presque, hein, tous les jours. Donc, vraiment, on va peut-être ouvrir le débat pour vous poser quelques questions concernant donc, ce que vous venez de dire tout à l'heure. Maintenant, je rappelle que ceux qui sont en ligne, ils peuvent demander la parole et après, ils pourront faire leur contribution et ou poser leurs questions. Maintenant, avant cela, j'avais quelques questions à vous poser, Monsieur Sponsor. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a vu que la dédollarisation est un sujet vraiment qui fait parler, beaucoup parler ces derniers temps. Et voilà, ça peut apporter beaucoup de changements au niveau de l'économie globale et surtout au niveau des économies des pays du Sud global. Maintenant, ma première question est de savoir quel changement peut-on noter sur le commerce extérieur des pays du Sud, notamment les pays africains, en cas de dédollarisation, vu que le commerce de ces pays se fait en grande partie avec le dollar américain. Donc, quel changement peut-on noter sur les économies du Sud, notamment celles africaines, en cas de dédollarisation? Voilà donc ma première question. Oui, je vous réponds maintenant ou on prend plusieurs questions? Ma deuxième question, c'est de savoir quelles seraient très potentiellement les conséquences d'une dédollarisation sur l'économie américaine et quel serait donc l'avenir du billet vert. Voilà, je vous pose deux questions en attendant vos réponses. Après, on va donner la parole aux autres intervenants afin qu'ils puissent aussi poser leurs questions. Voilà, vous pouvez répondre au fur et à mesure qu'on ait d'autres questions. Bien, Voilà, merci. merci, Merci Monsieur bien. Gay. Alors, la conséquence pour les pays africains, notamment au niveau du commerce extérieur, ben, là, ça va dépendre des pays. Si on prend les pays qui sont dans l'UEMOA, de fait, euh, ils utilisent une monnaie qui est rattachée et même fortement rattachée, que ce soit la parité ou l'histoire du taux de change ou la gouvernance au français, à l'euro. Donc pour les pays qui sont dans l'UEMOA, c'est clair que dans leur commerce, il y a une part qui se fait en dollars, mais il y a une part aussi qui se fait en euros. Donc là, c'est pas la même situation que d'autres pays, comme par exemple, je sais pas si on prend la Mauritanie ou le Nigeria. Je vais prendre le Nigeria. Le Nigeria, c'est un grand pays exportateur de pétrole. Donc, exportateur de pétrole, le pétrole est essentiellement libellé en dollars, hein. D'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui maintient l'inertie du dollar comme grande monnaie internationale, c'est en grande partie ce lien entre pétrole et dollar. C'est-à-dire que tant que le pétrole
les hydrocarbures et éventuellement les matières premières sont libellés en pétrole, eh ben, en dollars, on est obligé d'avoir du dollar. Et donc, ça maintient l'hégémonie du dollar. Donc, pour le Nigeria, c'est différent parce que c'est un pays qui, bon, certes, a beaucoup de réserves de change en livres sterling encore, hein, c'est l'héritage colonial, euh, mais et donc et beaucoup moins tourné et ancré sur l'euro, hein, contrairement au pays de l'UEMOA. Mais pour le Nigeria, qui est très ancré, enfin, qui est très tourné de fait sur le dollar du fait de ses exportations et du fait de sa situation interne, très forte dollarisation, c'est clair que les conséquences sont pas du tout les mêmes que pour l'UEMOA, hein. Si on prend les pays du Maghreb, là, ça va dépendre de la situation, mais par exemple, l'Algérie, c'est un pays aussi qui est très dépendant du dollar, hein. Il y a pas de dollarisation interne, mais son pétrole se vend essentiellement en dollars, hein. Alors, pour les autres pays africains, qui sont qui, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, ont signé des accords de coopération économique et surtout monétaire et financière avec la Chine. Là, c'est encore une autre situation, hein. C'est-à-dire qu'il y a des pays euh, qui ont décidé de commercer de plus en plus ou d'avoir des partenariats privilégiés de plus en plus avec la Chine. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu énormément de financements chinois. Mais ces financements chinois ont souvent généré une situation de dette extérieure importante vis-à-vis de la Chine. Et cette dette qui au départ était en dollars américains, progressivement, c'est une dette qui devient de plus en plus en monnaie chinoise ou en matière première, hein, c'est-à-dire on rembourse en matière première ou en monnaie chinoise, et ce qui renforce cette dépendance vis-à-vis de la Chine, hein. Donc pour ces pays-là, si ils ont pu, comment dire, se détacher en partie euh, de, des asymétries liées au système dollar, malheureusement pour eux, ben, ça a été compensé par une asymétrie, une dépendance plus forte vis-à-vis de la Chine, hein. Alors maintenant, pour ce qui concerne les États-Unis, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une dédollarisation? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la dédollarisation, c'est un phénomène qui prend du temps au niveau global, un phénomène d'inertie très fort. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a sans doute, enfin, imaginons que la dédollarisation s'accélère fortement, notamment parce que les BRICS, les pays émergents, les pays en développement passent à la vitesse supérieure pour se détacher du dollar. Faisons cette hypothèse. Pour les États-Unis, il reste quand même deux volets où la connexion avec le reste du monde en dollars se perpétue. Tout d'abord, je l'ai dit, à travers les stablecoins dollars, hein. Donc ça, c'est très récent, mais on voit que c'est en train d'exploser. C'est-à-dire que les usages privés vont privilégier des stablecoins stables en dollars et accessoirement, en plus, financer le déficit budgétaire américain, puisqu'une partie sont adossés à des bons du Trésor américain, hein. C'est-à-dire que un Nigérian ou un Cambodgien qui a dans son téléphone des stablecoins dollars euh, adossés à des bons du Trésor américain, eh bien, indirectement, contribue à maintenir le financement du déficit budgétaire de l'État américain. Bon. Donc, d'une part, les stablecoins dollars, et d'autre part, la constitution d'un bloc dollar. C'est-à-dire qu'il y a des pays quand même qui sont des partenaires privilégiés des États-Unis, sur le plan politique, bien sûr, mais sur le plan économique. C'est-à-dire qu'ils ont comme principal partenaire commercial les États-Unis. Eux, ils vont pas chercher à se passer du dollar, hein. Des pays comme le Mexique, par exemple, ne sont pas en train d'essayer de dédollariser, hein. Ils ont une relation conflictuelle en ce moment avec les États-Unis, mais le dollar, ils ne cherchent pas à s'en débarrasser, c'est leur principal partenaire, hein. Donc, il y aura un bloc dollar. On retrouvera en fait une configuration qu'on a connue presque il y a un siècle, au moment de la grave crise des années 1930, au moment de la Grande Dépression des années 1930. Beaucoup de pays sont devenus entre guillemets protectionnistes. Bon, en réalité, ce protectionnisme, c'était pas se fermer sur leur propre économie domestique et ne pas avoir de relations internationales. À l'époque, si on se souvient bien comment ça s'est passé, les grandes puissances de l'époque euh, se sont repliés sur leurs empires coloniaux, hein. Typiquement, Londres, la Grande-Bretagne, a moins commercé avec les pays européens ou les États-Unis, mais a accentué son commerce à l'intérieur de l'empire colonial britannique. Donc, il y a une zone sterling
autour de la livre sterling qui a été renforcée. Pareil avec la zone franc, hein, la zone franc, c'est à peu près la même époque. La France se replie sur son empire colonial au niveau des relations économiques. Pareil avec d'autres empires coloniaux. Donc, pour les États-Unis, la dédollarisation globale des BRICS a supposé qu'elle s'accélère. Bon, elle serait compensée par les stablecoins dollars et elle serait compensée par un bloc dollar, hein, c'est-à-dire des pays d'Amérique latine ou d'autres pays très proches des États-Unis. Alors, peut-être y a-t-il d'autres questions? Voilà, ouais, certainement, y a-t-il d'autres questions? Je pense que le public est là, s'il nous entend, ils peuvent demander la parole afin de pouvoir poser leurs questions. Donc, on a besoin des réactions du public. Si vous avez des questions, vous pouvez faire une réaction. Comme ça, on va vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir ou poser des questions à M. Sponsor. Maintenant, j'avais une autre question en attendant le public. Aujourd'hui, est-ce que le dollar américain est-il détrônable? Est-ce qu'on peut détrôner le dollar vu sa puissance? Est-ce qu'aujourd'hui, les BRICS peuvent avoir cette cette possibilité possibilité de pouvoir détrôner le dollar? Est-ce qu'ils ont en fait toutes les cartes en main pour pouvoir voilà, aboutir, aller en fait dans le sens de pouvoir détrôner ce dollar américain? C'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils veulent le faire, hein. Donc ça, c'est clair, ils veulent le faire. À l'arrivée, ils vont pas aussi loin qu'ils le disent. Pourquoi? Parce que bon, c'est compliqué. Il y a cette inertie du dollar que j'ai mentionné. Mais il y a aussi le fait que les BRICS entre eux, qui veulent certes se débarrasser ou en tout cas s'émanciper du dollar américain, ont des intérêts contradictoires, notamment vis-à-vis des États-Unis. Si on regarde les grands pays des BRICS, si on prend le Brésil, sa relation avec les États-Unis n'est pas de même nature que la Russie. L'Inde ne cherche pas, comment dire, à se détacher complètement des États-Unis dans ses partenariats internationaux, hein. On l'a encore vu récemment, que ça soit sur le plan économique ou militaire même, hein. Alors que la Chine a une option une vision un peu différente, hein. Donc, si ça n'avance pas, c'est pour des raisons, c'est lié à l'inertie du dollar. C'est-à-dire, on se débarrasse pas du dollar comme ça, puis on peut pas du jour au lendemain avoir tous les agents économiques qui se débarrassent du dollar. Il faut autre chose à la place. Et puis, deuxième raison, sur le volet opérationnel, c'est compliqué. Hein, par exemple, le projet de monnaie des BRICS, c'est cette idée d'avoir une monnaie commune aux BRICS. Bon, c'est un projet utopique, très intéressant sur le papier. Ils ont raison de vouloir créer une monnaie supranationale, hein. C'est l'idéal, ça, le scénario de la monnaie supranationale. Euh, c'est le schéma que l'économiste Keynes avait à la conférence de Bretton Woods, quand on a créé un nouvel ordre monétaire international en 1944, hein, avec cette idée que il vaut mieux avoir une monnaie supranationale, c'est-à-dire une monnaie qui soit neutre politiquement. C'est-à-dire on utilise une monnaie qui n'est pas la monnaie d'un pays pour réaliser les paiements internationaux. Et comme ça, elle est neutre économiquement, elle est neutre politiquement. Si on utilise le dollar, c'est pas neutre économiquement et c'est pas neutre politiquement. Donc ils ont raison de vouloir dédollariser sur le plan des asymétries et de la hiérarchie monétaire internationale qui s'exerce aujourd'hui à leur détriment. Mais sur le volet opérationnel, c'est compliqué à mettre en place. Euh, Comment fonctionnerait cette monnaie? D'autant plus qu'on voit bien que derrière ce projet de monnaie des BRICS pour détrôner le dollar, il y a quand même cette idée que, en tout cas de la part de la Chine, que la Chine joue un rôle quand même moteur là-dedans, hein, et progressivement favorise l'utilisation de sa monnaie, le yuan.
plutôt qu'une monnaie supranationale. Et ça, évidemment, les autres pays, même s'ils sont d'accord avec la Chine pour s'émanciper du dollar, ils sont pas d'accord pour tomber sous une autre forme d'hégémonie, qui serait celle du yuan dans 10, 20 ou 30 ans. Donc c'est quand même des freins majeurs, ça, au fait que le que le dollar n'est pas loin, n'est pas prêt d'être détrôné complètement, hein, même si encore une fois, je le répète, il y a les choses s'accélèrent en ce moment, hein, mais ça prend du temps. Voilà. D'accord. Et une autre question. Pourquoi la remise en cause du dollar était devenue en quelque sorte un enjeu géopolitique? Oui, c'est une très bonne question parce que euh, c'est une très bonne question parce que ça permet de revenir sur l'idée que l'hégémonie du dollar entre guillemets, c'est d'abord économique et macroéconomique. Euh, Aujourd'hui, on a tendance à penser que si on veut se débarrasser du dollar ou à s'émanciper du dollar, c'est pour des raisons uniquement géopolitiques. Mais c'est d'abord économique, hein, c'est la hiérarchie du système monétaire international, les contraintes plus fortes pour les pays en développement qui sont obligés d'utiliser du dollar. Mais pourquoi ça s'est accéléré sur le plan géopolitique? Et pourquoi d'ailleurs on retient même très souvent que l'argument géopolitique aujourd'hui? Parce que les États-Unis, effectivement, ont utilisé cette situation privilégiée d'être émetteur de la monnaie internationale pour exercer un pouvoir coercitif à travers le dollar. C'est-à-dire que dans les sanctions internationales, le fait de ne pas avoir accès à ces actifs en dollars, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, c'est un problème. Le fait de ne plus avoir accès au système de paiement international en dollars. Hein, comment on fait du commerce, comment on fait des échanges financiers internationaux? On est obligé de passer par des plateformes de compensation ou des systèmes de paiement internationaux qui sont essentiellement en dollars. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour ne plus avoir accès au système dollar. Hein. Et donc, on est complètement exclu des relations économiques internationales. Donc, les États-Unis ne se sont pas privés d'utiliser ce levier. Hein. Comme tout le monde utilise le dollar, ben, en appuyant sur un bouton, en empêchant d'avoir accès au dollar, eh bien, on a effectivement un pouvoir coercitif très fort. Je vais donner un exemple qui montre que c'est pas spécifique à la relation avec les pays comme la Russie, la Chine, les pays émergents ou les pays en développement. Hein. Ça fonctionne avec n'importe quel pays. Hein. Il y a quelques années, le gouvernement américain avait lancé une réforme fiscale et voulait combattre l'évasion fiscale. C'est-à-dire, il voulait absolument que les Américains qui avaient des comptes à l'étranger payent des impôts aux États-Unis. Et donc, ils avaient demandé à la Suisse de leur donner la liste de tous les citoyens américains qui avaient des comptes en Suisse et qui faisaient de l'évasion fiscale. Alors, la Suisse, sa première réaction, ça a été de dire nous, on a le secret bancaire. Enfin, à l'époque, il y avait encore le secret bancaire. Le secret bancaire, on n'a pas le droit de livrer les noms. Qu'ont fait les États-Unis? Ils ont dit bon, bah, si vous ne donnez pas la liste des noms, eh bien, vos banques, les banques suisses, n'auront plus accès à la liquidité en dollars et n'auront plus le droit d'avoir des succursales ou des autorisations aux États-Unis. Et évidemment, pour les grandes banques suisses, ne pas avoir accès aux États-Unis ou au système dollar, ne pas avoir des licences qui les autorisent à utiliser le dollar ou à être présentes sur le territoire américain, c'est impossible. Et donc, ben, il a fallu convoquer en urgence les parlementaires suisses pour qu'ils votent en urgence une loi qui permette de livrer les noms, entre guillemets, des exilés fiscaux américains. Donc, pouvoir coercitif sur un pays comme la Suisse. Hein, pourtant, la Suisse, c'est pas n'importe quel pays sur le plan financier. Hein. Donc, on le voit, s'il y a cette volonté d'un point de vue géopolitique de se détacher du dollar, c'est tout à fait logique parce que il y a un pouvoir de coercition qui peut être exercé à travers ce dollar. Ben, merci hein, vraiment pour cette très bonne question qui est très intéressante également. Là aussi, je rappelle que vous avez la possibilité d'interagir hein, le public avec nous si vous avez des questions et des contributions à faire. Maintenant, une autre question. Pensez-vous que
la dédollarisation est une bonne chose pour l'économie internationale, pour le commerce et la finance internationale. Pensez-vous que cette dédollarisation pourrait être une bonne nouvelle pour le commerce international? Alors, si on prend la dédollarisation globale, bien sûr que ce serait une bonne chose, mais il faut qu'il y ait une alternative. La meilleure alternative, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'avoir une monnaie supranationale qui permette à tous les pays du monde d'avoir quand même des relations internationales et de se payer entre eux sans avoir les effets asymétriques que j'ai mentionnés tout à l'heure, hein, du fait de l'utilisation du dollar. Hein. Donc oui, il faut absolument dédollariser parce que ça donne trop de privilèges et de pouvoir aux États-Unis et ça génère beaucoup trop de contraintes pour les pays en développement. Hein. Je suis très étonné lorsqu'on voit toute la littérature ou tous les discours sur le fait que les pays en développement sont dans un système international où ils sont défavorisés, qu'on oublie très souvent les contraintes qu'ils subissent du fait d'une mauvaise architecture du système monétaire international. Le fait de s'endetter en dollars, de devoir rembourser en dollars, c'est une contrainte, ça. Comment je vais faire pour avoir des dollars si je dois rembourser une dette en dollars? Hein, je vais devoir exporter toujours plus des produits. Si c'est des produits de base, ben, je vais exploiter encore plus des produits de base. Ça va être au détriment de l'environnement, au détriment de la population locale. Si je rembourse en dollars, je dois faire attention à mon taux de change parce que je peux pas me permettre d'avoir une monnaie qui se déprécie, sinon ça accentue le poids de ma dette. Bon. Donc les contraintes exercées par un système dollar sur les pays en développement sont très fortes. Hein. Du fait d'une architecture qui est bancale. Hein, c'est pour ça qu'il faudrait dédollariser. Alors, évidemment, ça dépend ce qu'il y a derrière. Parce que si derrière, c'est la constitution de blocs monétaires, c'est-à-dire en gros les États-Unis se replieraient sur un bloc dollar, la Chine constituerait un bloc yuan autour de sa monnaie, l'euro constituerait un bloc euro avec les pays qui commercent essentiellement avec la zone euro ou avec les pays qui sont ancrés à l'euro. Bon, à l'arrivée, est-ce que finalement on aura une situation qui est meilleure qu'aujourd'hui? Pas certain, hein, parce que imaginons qu'on ait trois monnaies internationales équivalentes, même niveau. Un tiers de dollar, un tiers euro, un tiers yuan, monnaie chinoise. Bon. On pourrait se dire, bon, a priori, c'est peut-être plus équilibré. Pas nécessairement, parce qu'il faudrait quand même que ces trois monnaies ou ces trois blocs monétaires, à minima, se coordonnent entre eux. Hein, et ne se fassent pas une forme de guerre monétaire. C'est-à-dire, en gros, on pourrait très bien avoir, par exemple, les États-Unis qui disent, bah, nous, bloc dollar, on commerce de façon privilégiée avec les pays qui sont en zone dollar, mais on veut un dollar qui soit faible au niveau du taux de change. Donc, on cherche à déprécier le dollar. Mais déprécier le dollar, ça veut dire que l'euro se renforcerait et le yuan aussi. Et si en même temps, la zone euro dit, nous, on veut une monnaie qui se déprécie, la Chine dit, je veux une monnaie qui se déprécie, c'est pas possible. Il peut pas y avoir trois monnaies qui s'apprécient ou qui se déprécient en même temps. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de coordination, un minimum de coopération internationale. Donc, ça veut dire que si on va vers un système avec plusieurs monnaies internationales de pays, hein, dollars, euros, yuan, il faudrait que dans les sommets du G7, du G20 ou dans n'importe quel cercle, les pays se coordonnent entre eux pour limiter les effets d'une guerre monétaire qui serait peut-être encore pire qu'aujourd'hui, qui serait peut-être pire que l'hégémonie du dollar. Donc la solution, c'est la monnaie supranationale. Mais encore une fois, c'est compliqué. On voit que cette idée de monnaie supranationale, même à l'échelle des BRICS, ils ont du mal à la faire. Dans les années 2000-2010, l'Amérique latine avait essayé de lancer également le projet de lancer une monnaie régionale. Ils appelaient ça le sucre, hein, c'est-à-dire utiliser une monnaie uniquement pour les commerces entre eux. Ben, ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc c'est très très compliqué à mettre en place. Ok, merci beaucoup, hein, professeur. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Mamoudou Lamine Diallo, qui a levé la main. M. Diallo, la parole est à vous. Allô, bonjour. Oui. Vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, on vous entend. Et bonjour à tous les participants. Merci
professeur Jean-François. Bonsoir pour votre brillante contribution. Je salue aussi au passage mon ami Monsieur Ousseynou Gueye, que je rencontre souvent à la bibliothèque de l'Université Cheikh Anta Diop, et vraiment motivé et engagé dans le domaine de la recherche. Je suis Mamadou Lamine Diallo, doctorant à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Merci encore, professeur, pour votre brillante contribution. Et j'ai juste deux questions que je voudrais poser. Est-ce que, donc, c'est-à-dire, donc, en cas de pandémie ou de crise économique, est-ce que est-ce que la dédollarisation peut donc affecter les pays africains, en particulier les pays d'Afrique de l'Ouest, sur le plan économique? C'est-à-dire, donc, en cas de pandémie ou de crise mondiale, est-ce que la dédollarisation peut affecter les pays africains, en particulier les pays d'Afrique de l'Est, sur le plan de développement économique? Et l'autre question, est-ce que aussi donc une monnaie raisonnable des pays africains, c'est-à-dire les pays d'Afrique de l'Ouest, peut contribuer donc au développement et à la souveraineté des pays africains? Et merci. C'est ça que je voulais poser comme question. Merci. Donc, vous avez saisi donc Ouais. mes questions. OK. Oui, merci, Monsieur Diallo, pour ces deux questions. Bon, s'il y avait une crise économique globale ou une pandémie globale, la dédollarisation, est-ce qu'elle aura un impact? Pas plus que pendant la pandémie Covid d'il y a quelques années, hein. Donc en réalité, ça change pas grand-chose en réalité. En revanche, sur la deuxième question, sur une monnaie raisonnable, comme vous avez dit, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, bon, de toute façon, on voit bien que là encore, je reviens sur les différences de pays. Le cas du Nigeria, c'est un cas très particulier. Un pays qui est instable sur le plan monétaire et financier, c'est un géant, hein, c'est un pays qui est immense. Si une union monétaire ouest-africaine était créée avec le Nigeria à l'intérieur, ce serait bon la moitié la moitié de la zone, quoi. Donc ça changerait effectivement beaucoup de choses. Bon. Maintenant, si on reste sur l'architecture actuelle, c'est-à-dire par exemple sur l'UMOA avec le franc CFA, bon, je ne doute pas que vous suivez tous les débats en cours sur l'évolution du franc CFA, passage à l'éco, quels sont les différents projets. Le fait, est-ce que véritablement il y a un risque de dislocation de la zone franc, de l'UMOA avec les pays de l'Alliance du Sahel, qui à un moment donné avaient ce projet, hein, ces velléités, hein, de quitter le CFA et de remplacer par d'autres monnaies ou une autre monnaie commune. Bon. Bon, en réalité, les limites du franc CFA, on les connaît depuis très longtemps, hein. Je vous renvoie aux nombreux travaux. D'ailleurs, au Sénégal, vous avez d'éminents économistes qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Donc oui, le franc CFA doit évoluer absolument pour devenir une monnaie qui serve davantage les intérêts économiques de la zone, hein. Et ça passe, j'en sais rien, ça peut passer par avoir un panier de monnaie. Une initiative que j'ai trouvée intéressante récemment, ça avait été pris, c'était par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je crois, il y a quelques mois, qui a lancé une initiative d'un emprunt international en francs CFA, c'est-à-dire pas en devise, c'est-à-dire pour contourner le problème que j'ai mentionné tout à l'heure, le problème de péché originel. Hein, si on emprunte en devise, si j'emprunte en dollars, par exemple, je dois rembourser en dollars, c'est problématique. Si j'emprunte dans ma monnaie, francs CFA, je dois rembourser en francs CFA. Et c'est beaucoup moins contraignant. Et la Côte d'Ivoire, apparemment, a réussi à faire ça. Je pense que c'est une piste. Si tous les pays
si tous les pays de la zone pouvaient émettre des emprunts, quand ils empruntent à l'échelle internationale, en francs CFA plutôt qu'en devises, il y aurait déjà quelque chose d'intéressant. Après, un autre volet qui me paraît fondamental aussi, c'est que le franc CFA ne peut pas, comment dire, être à lui seul suffisant pour financer la transformation structurelle ou le développement des pays d'Afrique subsaharienne. Hein, je dis souvent ça à mes étudiants dans un cours de financement du développement. Je leur dis, mais en fait, quand on regarde les architectures optimales, c'est quand il y a un pilier monétaire et un pilier financier. À la conférence de Bretton Woods en 1944, on a créé un pilier monétaire pour les paiements internationaux, les problèmes de balance des paiements. On a créé une institution, le Fonds monétaire international. Mais on avait créé aussi une autre institution pour pouvoir financer la reconstruction, puis ensuite les pays en développement, c'est la Banque mondiale. Malheureusement, dans l'UMOA, il manque ça. Il y a la monnaie, le franc CFA avec toutes ses limites, mais aussi des avantages. Mais il manque surtout un pilier financier. Hein, c'est un peu comme si on marchait sur une seule jambe, quoi. Il y a le pilier monétaire, bon d'accord, il y a plein de trucs qui vont pas, on pourrait le modifier, le transformer, mais il manque le pilier financier. C'est-à-dire pourquoi par exemple la Banque ouest-africaine de développement n'a pas plus de possibilités de financer des projets à l'échelle sous-régionale. C'est-à-dire que, bon, bien sûr que c'est bien de financer des projets à l'échelle nationale. Hein. Le Sénégal doit financer des projets à l'intérieur du Sénégal, le Burkina Faso, l'intérieur du Burkina Faso, etc. Mais au niveau, par exemple, des infrastructures ou au niveau énergétique, c'est clair qu'il y a des projets transversaux à l'ensemble des pays ou à plusieurs pays. Hein. Donc, il manque un pilier financier, à mon sens. Donc, c'est pas que le franc CFA qui est remis en question ici, en tout cas l'architecture du franc CFA, c'est aussi le fait qu'il y a un manque d'organisation, d'institutions, de financement du développement. Ok. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci beaucoup, M. Diallo, et merci beaucoup, professeur Poncho. Bon, peut-être une dernière question. Peut-on s'attendre réellement à une baisse de la croissance économique mondiale en cas de dédollarisation? Peut-on s'attendre réellement à une baisse de la croissance économique mondiale en cas de dédollarisation? Encore une fois, quand on parle de dédollarisation, ça veut dire qu'on limite l'usage du dollar. Mais si on limite l'usage du dollar, ça veut dire qu'on l'a remplacé par autre chose. Par quoi on le remplace? Si on remplace, imaginons qu'on remplace le dollar monnaie de réserve internationale par l'or. C'est-à-dire qu'on revienne, en gros, 150 ans en arrière, les talons or. Imaginons que tous les pays se mettent à accumuler de l'or et ancrent leur monnaie à l'or. Bon. En termes de croissance, ce serait pas bon du tout. Hein, les talons or, c'est pas une période qui est connue pour avoir eu un régime monétaire international qui soutient la croissance. Au contraire, hein, c'était plutôt déflationniste comme architecture. Hein. Si c'est pour remplacer par des crypto-monnaies, encore pire. C'est-à-dire que les crypto-monnaies sont tellement instables, je parle des crypto-actifs en tout cas, les risques de crise financière globale sont énormes, hein, si on réglemente pas davantage, si on régule pas davantage l'usage des crypto-monnaies. Hein. Donc ça dépend par quoi on remplace. Donc c'est la question, est-ce que la dédollarisation entraîne moins de croissance? En tout cas, si on arrive à dédollariser et à accorder plus de souveraineté monétaire aux pays, je parle des pays en développement, les pays en développement auront plus de croissance et surtout auront une croissance plus stable. Donc, ce sera une bonne chose pour eux. Mais vers quoi on s'oriente? À mon avis, on s'oriente plutôt vers un système multipolaire où on aurait un bloc dollar, un bloc yuan, hein, avec les BRICS, et puis l'euro là-dedans. Bon, bah, l'euro là-dedans, ça va dépendre des Européens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'euro ne détrônera malheureusement sans doute jamais le dollar comme monnaie internationale première. Hein. Et puis pour ce qui concerne les pays africains, ben, le destin est entre vos mains. Hein.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les débats et les discussions autour de l'évolution du CFA vers l'éco ou vers autre chose sont passionnantes. Hein, et en tout cas, c'est là qu'est l'enjeu essentiel, à mon sens, aujourd'hui. Merci beaucoup, cher professeur. Quel est votre dernier mot? Quel message vous voulez peut-être lancer à l'endroit des pays africains en ce qui concerne peut-être leur monnaie? Et voilà, vous pouvez donner vraiment votre dernier mot, quoi, puisque nous sommes au terme de ce séminaire. Deux mots, enfin deux thèmes. Le premier, c'est attention lorsqu'on est confronté à un système, enfin lorsqu'on est dans un régime monétaire qui est asymétrique, qui génère une relation de dépendance vis-à-vis d'une autre puissance. Quand on s'en débarrasse, attention de ne pas la remplacer par une autre. Tout à l'heure, je parlais de la dépendance au dollar. Si on la remplace par une dépendance vis-à-vis du yuan chinois, pas forcément une bonne chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est au niveau des pays africains, il y a le débat sur le franc CFA, mais plus généralement, c'est la question panafricaine qui me paraît importante. Je sais qu'il y a pas mal de discussions qui vont dans ce sens-là. Il y a des pays qui sont porteurs d'une dynamique économique à l'échelle régionale qui sont impressionnants. Je vais parler du Maroc. Alors bon, je sais qu'en parlant du Maroc, dans un webinaire au Sénégal, je sais que la question est sensible, hein. Mais c'est vrai que le Maroc, au niveau de ses investissements directs étrangers, joue un rôle moteur, on va dire, notamment en regardant de plus en plus vers l'Afrique subsaharienne, hein. Donc maintenant, est-ce que le Sénégal peut faire de même? Pourquoi pas? Si le Sénégal, effectivement, bon, le Sénégal est très compétitif au niveau football, hein, ça on l'a vu. Maintenant, au niveau économique, actuellement, c'est un peu fragile, mais en tout cas, il y a beaucoup de leviers et il y a beaucoup de potentiel au Sénégal pour devenir une puissance émergente. Ça me paraît assez évident. En tout cas, merci infiniment, monsieur Jean-François Ponceau, de nous avoir entretenus et d'avoir mené un débat assez riche sur la monnaie, sur la dédollarisation. Voilà, les réponses en fait aux différentes questions ont été vraiment pertinentes. On a vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la monnaie, la dédollarisation et sur la question, hein, vraiment. Et nous tenons vraiment à vous remercier malgré votre calendrier très chargé. Et voilà, vous avez quand même tenu à faire ce séminaire assez intéressant. Et merci vraiment pour tout. Et merci également à tous ceux qui étaient là, présents pour nous écouter. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre séminaire sur les BRICS+. Merci. Merci, Monsieur Gay. À bientôt. Merci, à bientôt.